L'AGEFO, agence de gestion du Fonds d'accès universel, installe ses cases Wi-Fi à travers le pays, notamment en milieu scolaire. Le vaste projet s'appelle Pour tout le Mali connecté. Ce lundi, l'école fondamentale de Niena, dans le cercle de Sikasso, a reçu sa toute première case en présence de 2 membres du gouvernement. Suite des grands reportages de la rédaction sur les efforts du gouvernement face à la vie chère. Dans cette édition, gros plan sur les facilités accordées au secteur privé. Cette année, par exemple, plus de 10 000 entreprises ont pu avoir des prêts auprès des banques pour plus de 114 milliards de francs CFA. En plus, la Direction générale des impôts a vu aussi ses recettes diminuer de certains impôts et taxes. Siaka Konaté est allé à la rencontre des acteurs concernés. Incendie à la rue Marchande en commune 4 du district de Bamako. Plus de 150 stands sont détruits. Un coup dur pour ces commerçants qui étaient là pour des ventes promotionnelles. Les raisons de l'incendie ne sont pas encore déterminées. Voilà pour le titre. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour tout le Mali connecté. C'est donc le titre du projet, du vaste projet de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO qui donne corps donc à sa dynamique par le lancement des cases Wi-Fi en milieu scolaire. Dans la région de Sikasso, c'est l'école fondamentale de Niena qui vient de recevoir sa toute première case. Un événement présidé par le ministre en charge de l'économie numérique représentant le Premier ministre. C'était en présence également de sa collègue de l'éducation nationale, Sékou Konaté et Souleymane Bamba. Par la mise en service de la case Wi-Fi de l'école fondamentale de Niena, l'agence de gestion du Fonds d'accès universel AGEFO veut donner corps à une dynamique, celle des Mali connectés, et l'école constitue le meilleur point de départ. Les cases Wi-Fi en milieu scolaire est une réponse à la mise en œuvre d'une mission essentielle de l'agence de gestion du Fonds d'accès universel qui dit que l'agence a pour mission d'assurer la promotion des TIC. À ce titre-là, pour assurer la promotion des TIC, les stratégies d'accès universel, dont la stratégie d'accès universel qui a été mise en œuvre au Mali, consiste à investir dans les écoles. Doté de 15 tablettes tactiles, une connexion Internet avec une borne Wi-Fi et un serveur et d'autres accessoires, la salle Wi-Fi de l'école fondamentale de Niena est une aubaine pour les apprenants dans ce monde de plus en plus compétitif. Cette dotation permettra, j'en suis certain, d'enterrer l'ignorance des jeunes scolaires, cultiver leur esprit de créativité et d'imagination pour relever le défi de l'ère des nouvelles technologies et de l'informatique. Les technologies de l'information et de la communication sont devenues une réalité dont nul ne peut se passer, quel que soit le secteur au sein duquel l'on opère, quel que soit l'endroit où l'on se trouve. C'est un enjeu majeur dont le gouvernement malien est conscient et qui est donc inscrit au centre des préoccupations et de l'action gouvernementale. Une opportunité d'accès à l'outil informatique que l'on ne doit en aucun cas rater, dira le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration, représentant le Premier ministre à la coupure du ruban symbolique. L'explosion numérique auquel le monde fait face est une belle opportunité pour le système éducatif malien, quelles que soient par ailleurs les difficultés que le système traverse. L'introduction du numérique dans l'éducation obéit à des préalables. Fort de ce constat, l'AGEFO a pris l'initiative de créer ce projet de case Wi-Fi qu'elle s'apprête à étendre sur l'ensemble du territoire national afin de mettre très tôt nos apprenants dans de bonnes prédispositions à rivaliser avec leurs camarades à travers le monde, à réveiller plus de talents et à les préparer à la compétitivité dans ce domaine aussi prolixe et complexe que l'éthique. Cet événement auquel nous assistons aujourd'hui est l'aboutissement d'un projet de mise en place de 100 cases Wi-Fi dans les régions de Kay, Koulikoro, Sikasso et Ségou. Une séance de démonstration des jeunes apprenants
la visite du centre d'accès universel de la mairie de Niéna, une déclamation poétique et une prestation d'artistes ont meublé cette cérémonie d'inauguration. On en vient au grand reportage de la rédaction. Nous nous intéressons ce soir aux facilités accordées par le gouvernement au secteur privé après l'avènement du Covid-19. Vous allez voir, plus de 10 000 entreprises ont pu avoir des prêts auprès des banques pour plus de 114 milliards de francs CFA grâce au fonds de garantie du secteur privé. La Direction générale des impôts a vu également ses recettes diminuer de certains impôts et taxes. Sur l'instruction de la BCEAO Mali, les banques ont accordé un moratoire sur le recouvrement de dettes. C'est un grand format signé Siaka Konaté. L'avènement du Covid-19 en mars 2020 a paralysé les activités économiques. Avec la fermeture des frontières, les problèmes d'approvisionnement s'est posé avec acuité. Le secteur privé a payé un lourd tribut à la pandémie. Beaucoup d'entreprises ont dû fermer, mettant en chômage technique leurs salariés. C'est pourquoi les patronats, la Chambre de commerce et les groupements professionnels ont proposé aux autorités un plan de sauvetage contenant des mesures d'accompagnement. Ainsi, au niveau du système bancaire, un moratoire de 6 mois a été accordé sur les dettes. Les opérateurs évoluant dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie ont bénéficié d'une réduction de la TVA. Dans le domaine dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, la TVA qui était de 18% a été ramenée à 5%, ce qui, disons, a soulagé un peu les hôtels, mais les hôtels qui sont restés fermés, parce que la quasi-totalité des hôtels, notamment à Bamako, avaient fermé leurs portes, puisque l'aéroport étant fermé, les routes étant coupées, il y avait 0 client. Donc cette mesure a quand même contribué à relancer un temps soit peu, disons, les activités. La BCEAO, donc notre institut d'émission, a décidé que les banques pouvaient accorder des moratoires sur les dettes, sur les emprunts des entreprises. Ce qui a permis quand même de soulager les entreprises. Imaginez des entreprises qui sont en difficulté dues à la pandémie, certaines qui sont même fermées. Si les banques avaient entamé des procédures de recouvrement, c'était leur mort assurée. Justement, pour aider les entreprises à avoir des prêts auprès des banques, l'État a mis 20 milliards à la disposition du fonds de garantie du secteur privé. Initialement, ce montant devait garantir 3 000 entreprises, mais plus de 10 000 en ont bénéficié pour plus de 114 milliards. Avec 20 milliards déposés dans nos comptes, et pour conforter ceux qui octroient le crédit, et en contrepartie de notre garantie, il y a la possibilité que nous fassions 20 milliards multipliés par 5, soit 100 milliards. Je pense que c'est l'objectif qui était assigné en termes de garantie, pour pouvoir lever 100 milliards de garantie, pour pouvoir lever au moins 125 milliards de financement. La situation au 30 septembre 2022 fait ressortir 10 003 entreprises bénéficiaires pour un montant mobilisé de 114 milliards de francs CFA. Et à la date du 30 septembre, nous étions singulièrement à 53 200 emplois sauvegardés. En fiscalité intérieure, les mesures de soutien aux entreprises ont porté sur les remises d'impôts, l'État ayant renoncé au produit de la contribution forfaitaire à la charge des employeurs et la taxe logement. Il y a aussi la remise gracieuse des pénalités, l'exonération des impôts et taxes sur les marchés relatifs au projet d'urgence de lutte contre le Covid-19, l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les factures d'eau de la SOMAGEP, d'électricité et d'EDM. Si on prend l'exonération de la TVA sur les factures d'eau et d'électricité, l'incidence a été évaluée à 8 766 millions. Du fait de la renonciation de l'État à la perception du produit de la contribution forfaitaire à la charge des entreprises et de la taxe logement, l'incidence a été évaluée à 17 209 millions. Au titre de la remise gracieuse sur les pénalités, l'incidence a été évaluée à 4 560 millions. Enfin, en ce qui concerne l'exonération d'impôts et taxes dus sur les marchés publics,
L'incidence a été évaluée à 9 milliards 540 millions au 31 décembre 2021. Des mesures qui ont impacté les recettes du service des impôts, car privant celui-ci de plus de 84 milliards de francs CFA. En 2020, début de la pandémie de la Covid-19, les prévisions initiales de la Direction générale des impôts étaient fixées à 1005 milliards 725 millions. Ces prévisions ont été corrigées suite à un collectif budgétaire pour les ramener à 914 milliards 125 millions, soit une diminution absolue de 91 milliards 600 millions. Il faut rappeler qu'en 2020, la DGI a recouvré 921 milliards 160 millions sur une prévision révisée de 914 milliards 125 millions. Donc l'impact réel, n'est-ce pas, négatif des effets, n'est-ce pas, de la pandémie de Covid-19, donc a été de 84 milliards 565 millions de manque à gagner par rapport aux prévisions initiales de 1005 milliards en 2020. Au patronat, ces mesures sont jugées insuffisantes mais bénéfiques. Les nouveaux bureaux du CNPM travaillent avec les autorités de la transition à la relance de l'économie nationale. Il faut préparer la relance de l'économie. La pandémie est derrière nous. L'État a fait ce qu'il a pu. Les mesures que l'État avait prises il y a 2 ans, ces mesures, même si elles sont limitées, ont quand même aidé les entreprises du secteur privé. Les plans de relance de l'économie et les mesures de soutien aux entreprises n'ont qu'un seul objectif, améliorer le pouvoir d'achat des citoyens en cette période de crise multidimensionnelle aggravée par la cherté de la vie. Dans un communiqué déposé à notre rédaction, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence rappelle que les exportations de céréales, de graines de coton, de mil, du sorgho, du maïs et du riz local sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est pourquoi il est demandé aux directeurs régionaux du commerce de prendre des mesures urgentes pour dépêcher au niveau de tous les marchés céréaliers des brigades de contrôle économique, et ce, conformément aux instructions des plus hautes autorités. Par ailleurs, la Direction générale du commerce invite à la vigilance et à signaler aux forces de sécurité, de défense et des douanes tout chargement et mouvement suspect de camions de transport de céréales sur les axes routiers à destination de l'extérieur. Coup dur pour certains commerçants en cette fin d'année. La rue marchande en commune 4 du district de Bamako a pris feu ce matin vers 4 heures. Pas de perte en vies humaines, mais le dégât matériel est important. Plus de 150 stands sont détruits. La source de l'incendie n'est pas encore connue. Les pompiers ont pu maîtriser les feux après quelques heures d'intervention. Le point est avec Souleymane Sidibé. La rue marchande installée à la CI 2000 a pris feu aux environs des 4 heures du matin. L'incendie qui a ravagé le lieu est intervenu juste après un concert. Les dégâts sont importants et les images se passent de tout commentaire. Plus de 150 stands brûlés et 3 personnes légèrement blessées. Moi, j'ai quitté ici à 3h moins. Dès que j'arrive à la maison, ils m'ont appelé dire que ça ne va pas à la rue. Précisément, moi, je suis venu voir. Ça se trouve qu'il y a à peu près 4 à 5 stands seulement qui est en train de brûler. Tu vois? Mais on n'est pas... Parce que le protecteur civil, il est là. Ils sont à côté. Ils ont parti l'appeler et ils n'ont pas pu maîtriser le flamme. Aussitôt informés, les responsables de la Chambre des commerces se sont rendus sur les lieux pour faire le constat et apporter un soutien moral dans un premier temps aux victimes au nom des autorités de la transition. Nous sommes venus voir ce qui s'est passé. Et ce que nous avons constaté est déplorable. Nous apportons notre soutien moral et financier aux victimes. Que Dieu nous protège. Et venir faire les bénédictions, leur dire que nous sommes ensemble. Et puis aussi pour plaider à l'endroit de nos autorités, à commencer par le président de la République, Assimi Goïta.
Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Mais en attendant, les victimes appellent les bonnes volontés à un accompagnement moral et financier. Fin de la grève des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali. Le Synacor a levé son mot d'ordre de grève ce lundi suite à un accord avec les autorités. Le syndicat exprime sa satisfaction après les négociations. Son secrétaire général adjoint, Chérif Djakaria Aïdara, est au micro de Jules Sambou Sissoko. Communiqué comme suite au préavis de grève déposé par le Synacor en date du 30 novembre 2022, un accord a été trouvé avec les autorités compétentes prenant en compte une revendication suite à la grève déposée. Par conséquent, le secrétaire général du Synacor invite tous les militants à reprendre immédiatement le travail sur toute l'étendue du territoire national. Fait à Bamako le 30 décembre 2022, le secrétaire général Mokhtar Dabo. Visite d'excursion dans le mandat du ministère en charge du tourisme. Les services techniques du département étaient également du voyage. Un déplacement marqué par une randonnée pédestre, des visites guidées et une séance de travail avec les populations. Le but est de promouvoir le tourisme domestique et des activités culturelles. Alpha Maïga et Mohamed Sidibé. Samedi, veille de Noël, ils sont des touristes un peu particuliers. Ce sont les membres du cabinet ministériel en charge de l'artisanat, de la culture et du tourisme, élargi aux directions rattachées, ainsi que les administrateurs de l'agence du tourisme en séjour à Sibi dans la commune du Mandé. C'est pour une randonnée pédestre sur une distance d'un demi-kilomètre. C'est de permettre à l'ensemble des membres du conseil d'administration d'évaluer les activités réalisées par l'Agence de promotion touristique du Mali en termes de valorisation de l'offre touristique de la destination Mali, qui concourt véritablement à la dynamisation du tourisme interne. Et le second objectif, c'est de permettre à l'ensemble des responsables des services relevant du département de pouvoir s'imprégner des réalités qui peuvent faire l'objet d'une synergie d'action entre les différentes structures du département. C'est une visite très instructive. Nous avons visité énormément de sites qui présentent un très fort potentiel et nous avons découvert énormément de choses sur l'histoire du Mandé, de Soujata, de Kamandjan Kamara, héros du Mandé. Des mois durant, dans les bureaux, études de courrier, traitement de notes techniques, suivi et évaluation des programmes d'activité. Alors, venir sur les lieux, est-ce déconjonctionner l'esprit ou une vision du département? Nous ne sommes pas sortis pour sortir, mais nous sommes sortis pour exécuter une de nos missions. Et notre mission de promouvoir le tourisme pour la mise en œuvre d'une de nos activités. Il faut le dire, depuis quelque temps, le département est dans une véritable révolution artistique et culturelle. Le département a une vision et cela dénote à travers la clairvoyance des plus hautes autorités qui veut insuffler une nouvelle dynamique à tous les secteurs composant son département. Nous intervenons sur plusieurs chantiers et en même temps. Nous avons vu que réellement, nous-mêmes, il faudrait qu'on valorise ce que nous avons pour que les autres puissent aimer. Donc, la souveraineté touristique commence par nous-mêmes. En tout cas, c'est Sibi qui a abrité cette initiative. Sibi en Bambara, je dors ici, selon la légende de Kamandjan Kamara et ses alliés après une bataille victorieuse, selon plusieurs sources. L'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, sensibilise des étudiants de l'école professionnelle ISICA. Le but de cette journée est de donner plus d'informations sur l'emploi et les offres de services de l'ANPE à ses futurs diplômés. Les détails avec Souleymane Sidibé. L'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, est face aux étudiants de l'école professionnelle ISICA. La rencontre s'appelle Journée de sensibilisation et d'information sur les offres de services de l'ANPE. Au niveau du ministère en charge de l'emploi et au travers duquel l'Agence nationale pour l'emploi ANPE et les autres structures du ministère en charge de l'emploi, il est inscrit des actions d'information, de sensibilisation, d'orientation des demandeurs d'emploi. C'est dans ce cadre donc que nous sommes ici afin de familiariser les futurs demandeurs d'emploi qui sont les étudiants terminalistes aux techniques mais aussi aux différentes variables à la fois endogènes et exogènes du marché du travail, les aider, les orienter, les familiariser à ces pratiques mais aussi atténuer la hantise qui caractérise tout demandeur d'emploi, tout étudiant à la fin du cursus universitaire et scolaire. Le premier responsable de l'ESICA est très content
pour la pérennisation de cette initiative qui permet aux étudiants d'avoir des opportunités d'emploi. Cette initiative, c'est une très très bonne chose. Ça va permettre de donner des informations dont les élèves auront besoin ou qu'ils ont besoin. Comprendre quand on cherche de l'emploi, qu'est-ce qu'il faut faire, quels sont les mécanismes que l'État a mis en place pour leur faciliter la recherche d'emploi. Toute la journée durant, les débats sont ouverts entre étudiants et experts de l'emploi, et cela afin de fournir aux premiers des informations suffisantes et actualisées sur les offres de services de l'ANPE et leur expliquer comment se lancer dans l'entrepreneuriat. Un tour dans nos régions, d'abord à Koulikoro, lancement des activités de renforcement de capacité, de réinsertion socio-économique des femmes et des enfants en situation difficile. Un événement marqué par la remise de matériel aux groupements et organisations de femmes de la région. Le projet a coûté plus de 15 millions de francs CFA au Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant, soutenu par le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Daouda Kone. C'est au total 25 kits qui viennent d'être distribués entre 16 groupements féminins et 7 services locaux de promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koulikoro, de Kati, Kolokani, Djoila, Nara, Kangaba et Banamba. Les kits sont composés entre autres de kits d'assainissement, de maraîchage, de fournitures scolaires et de fabrication de savon. Plus de 15 millions de francs CFA, c'est le coût de financement de ces activités du Fonds d'appui à l'autonomisation de la femme et à l'épanouissement de l'enfant FAFE dans les cercles de Koulikoro. Nous avons commencé la mise en œuvre de cet ambitieux programme dans la région de Koulikoro depuis décembre 2021 avec la réalisation de quelques objectifs opérationnels qui nous a permis de renforcer les compétences des associations pour le développement durable et efficace, former et doter les associations en kit afin de renforcer leurs capacités pour la création, la gestion de projets pour une meilleure autonomisation. Ce lancement des activités de renforcement de capacité de réinsertion socio-économique des femmes, des enfants en situation difficile à Koulikoro devra contribuer à leur épanouissement et leur autonomisation. J'invite les bénéficiaires à faire bon usage des matériels qui seront mis à leur disposition afin de donner la chance à d'autres personnes. Pour ce faire, j'engage mes services techniques et les ONG à faire un suivi régulier afin de rationaliser l'investissement. Opérationnel depuis 2015, le FAFE est placé sous l'autorité du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille à travers sa cellule technique. En troisième région, favoriser l'accès et la participation des femmes aux différents processus politiques et électoraux prévus pendant la transition. Le projet Mousso Kunkan en fait son bâton de défense des femmes et des jeunes filles candidates potentielles aux élections. Reportage Moussokoro Sereme. L'inauguration de la cellule d'orientation de proximité pour une participation plus accrue des femmes et des jeunes filles aux élections et aux réformes au Mali consacre ainsi l'implantation à Sikasso du projet Mousso Kunkan, un projet pilote de 3 mois qui ambitionne de développer une bonne gouvernance et une démocratie plus participative et inclusive. Il est mis en œuvre par la plateforme DESC, droits économiques, sociaux et culturels. Le projet Mousso Kunkan va certainement contribuer à améliorer la participation politique des femmes à travers le strict respect de la loi numéro 2015-052 relative à la promotion du genre dans les instances nominatives et électives lors de la mise en œuvre de tous les processus politiques. Les activités du projet Mousso Kunkan seront donc axées entre autres sur le renforcement des capacités, des campagnes d'information, de sensibilisation et d'éducation civique de la population, des autorités administratives, des leaders politiques, des légitimités traditionnelles et coutumières, en vue d'accroître l'engagement politique des femmes et des jeunes filles candidates potentielles et lever les réticences et les pesanteurs sociales qui freinent leur épanouissement. Dire aux femmes de se lever, de prendre courage, de chercher chacune une place dans toutes les activités politiques. Je puis vous rassurer que le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, à travers les autorités régionales, ne ménagera aucun effort pour vous apporter les appuis institutionnels nécessaires dans la mise en œuvre des activités du projet.
Le lancement du projet Mousso Kounkan s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du PAREM, projet d'appui aux réformes électorales au Mali. Il est financé par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement et ses partenaires dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et Ségou. À Tombouctou, rencontre d'information et de sensibilisation sur la prolifération des armes légères et de petit calibre. Au terme de la session, des acteurs de la société civile s'engagent à jouer leur partition dans l'atteinte des objectifs recherchés. On en sait plus avec Najim Baba Sissé. 748 armes, y compris des grenades, 1050 munitions et 49 détenteurs d'armes enregistrés. Ce sont les statistiques engrangées par le secrétariat permanent de lutte contre les armes légères et de petit calibre dans la région de Tombouctou. C'est au cours d'une rencontre d'information et de sensibilisation de haut niveau qui a regroupé l'ensemble des forces vives de la région ainsi que les représentants des forces vives et de sécurité. Elle vise à engager chacun de ces acteurs à s'impliquer davantage dans la démobilisation des civils porteurs d'armes. Vu l'actualité, encore on enregistre des faits dus à cette présence des armes légères et de petit calibre au sein de la société. Il était nécessaire pour la région de Tombouctou de voir dans quelle mesure il fallait organiser une rencontre d'information et de sensibilisation. D'abord pour faire connaître ce bureau local de récupération des armes légères et retrouver l'adhésion de l'ensemble des acteurs pour que chacun s'engage à la récupération de ces dites armes. Aujourd'hui, plus que jamais, cette question met chacun de nous en insécurité et nous devrons agir très rapidement pour pouvoir aller rapidement vers cette démobilisation qui est dit dans les accords d'Alger. Les membres du secrétariat permanent de lutte contre les armes légères et de petit calibre ont longuement animé un exposé sur les personnes habilitées au port d'armes, ainsi que les conditions de détention pour les civils. Nous invitons vraiment l'ensemble des jeunes à restituer tout ce que nous avons appris ici pour que vraiment nos frères et sœurs que nous avions laissés puissent être au même niveau de compréhension que nous. Nous voulons vraiment un accompagnement pour que nous puissions atteindre à tous les niveaux, pour sensibiliser les autres femmes qui se trouvent jusqu'au niveau fraction. Cette rencontre organisée par le gouvernement de Tombouctou est rendue possible grâce à l'accompagnement du Centre de dialogue humanitaire HD. Dans la région de Bandiagara, la MINUSMA réhabilite les ponts de Songo et de Yawakanda, deux infrastructures très stratégiques pour les populations dans la zone. Les travaux ont coûté plus de 315 millions de francs CFA. Idrissa Keïta. Cette visite du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et la chef du bureau de la MINUSMA de Mopti à Bandiagara a commencé par l'inauguration du pont de Yawakanda. Un pont réhabilité et équipé en lampadaires solaires, forages et des arbres plantés. La restauration de ces deux ponts, détruites par des groupes extrémistes, afin d'affaiblir les populations fières et industrieuses de cette région, constitue un élément clé pour assurer les moyens de subsistance des familles et des communautés. La délégation a été accueillie aussi à Songo pour le même exercice. Ces deux infrastructures sont financées à travers le fonds fiduciaire de la MINUSMA par le Royaume de Danemark et de la Suède à hauteur de 315 millions de francs CFA. Ces ponts permettent de desservir 3 régions, celles de Mopti, Bandiagara et de Douentza, bénéficiant à une population totale de près de 2 500 000 personnes et constituant un corridor important qui permet l'interconnexion entre le Mali et le Burkina et au-delà le Ghana, le Togo et le Bénin. La crise multidimensionnelle que connaît le Mali a durablement ébranlé l'économie de la région de Bandiagara. L'acquisition de ces ouvrages permettra aux populations de contribuer à la revitalisation de l'économie locale. Les visiteurs du jour ont mis ces cadres à profit pour procéder à la pose de la première pierre de la maison des jeunes et celle des personnes âgées de Bandiagara. Aussi, le document de stratégie de stabilisation des régions du centre a été remis à la délégation.
Surveillance épidémiologique, la délégation de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique était jeudi à Caille. Elle a visité le CESCOM de Rasso ainsi que le CCRF de Caille. Constat, les structures sanitaires sont bien préparées pour contrer toute maladie à potentiel épidermique. Le point avec nos envoyés spéciaux Baraki Sawatara et Abouakar Traoré. La région de Caille a enregistré en 2022 104 cas de rougeole, 9 cas de fièvre jaune, 1 cas de méningite et 96 cas de Covid-19. Pour y faire face, le district sanitaire de Caille a mis en avant la sensibilisation, la formation des prestataires de santé ainsi que la surveillance depuis le niveau communautaire. C'est une activité au quotidien que nous sommes en train de battre. Nous avons formé tous les DTC du district par rapport aux directives techniques nationales, n'est-ce pas, de lutte contre les maladies. Nous avons sensibilisé les gens et surtout les techniciens de santé par rapport à un logiciel qu'on appelle outil ODK qui permet à chacun, au niveau où il se trouve, de réaliser la surveillance épidémiologique. Au terme de cette mission de supervision, le directeur général de la santé a apprécié le niveau des indicateurs de la surveillance épidémiologique. Aujourd'hui, après ce passage, nous sommes beaucoup réconfortés et nous avons espoir que les équipes vont continuer dans ce sens pour aborder ces questions-là tôt en 2023. Et nous allons encore revenir pour voir certaines recommandations que nous avons faites parce qu'à côté, l'arbre ne doit pas. Le chef de la mission a aussi constaté certaines insuffisances. Il promet d'y apporter des solutions idoines et mettre ses agents dans de bonnes conditions de travail. Point Covid du jour à présent. Ce lundi, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 311 tests réalisés. L'on note 0 guéris et pas de décès. À ce jour, 2 patients sont placés sous traitement. Lutte contre de nouvelles infections au VIH-Sida et la stigmatisation des personnes vivant avec la maladie. Arcade Santé Plus mène de nombreuses actions dans ce sens. L'on note l'organisation des journées communautaires et des rencontres de causerie débat. Objectif, sensibiliser les populations, notamment les personnes vulnérables. Boubacar Bablé Touré, Aruna Diarra et Gaussou Touré. De nos jours, on a tendance à conjuguer la maladie du VIH-Sida au passé. Malheureusement, elle est toujours une réalité dans notre pays si l'on en croit aux statistiques du secrétariat exécutif de lutte contre le VIH-Sida. 1% de la population générale est affectée par le VIH-Sida. Quand on prend 100 personnes, au moins une personne a le VIH-Sida. Okay? Donc, par rapport à ce défi, le sida constitue réellement un problème de santé publique. Donc, avec ce chiffre-là, il faut comprendre que c'est un véritable problème de santé publique. Les couches les plus vulnérables à la transmission du VIH-Sida, appelées les communautés clés, sont les travailleuses de nuit, les homosexuels et les toxicomanes. C'est pourquoi Arcade Santé Plus a décidé de mener des actions à leur égard. Parmi ces actions, l'organisation des journées communautaires et des causeries débats qui visent une sensibilisation à grande échelle de ces communautés clés venues des régions du Mali. Nous avons beaucoup de chantiers en commun avec Arcade Santé Plus. Et Arcade Santé Plus est l'un de nos partenaires techniques et financiers. Et Arcade nous a aussi beaucoup aidé dans le renforcement institutionnel, dans le développement des stratégies. Arcade Santé Plus est une ONG de lutte contre le sida qui existe depuis 20 ans. Son objectif, c'est de faciliter l'accès aux soins, au traitement, à la prévention aux personnes vivant avec le VIH-Sida et aux personnes vulnérables. Aujourd'hui, nous avons des structures communautaires de prise en charge qui travaillent en étroite collaboration avec le ministère de la Santé pour faciliter l'accès aux soins. Nous faisons le dépistage, nous faisons la consultation médicale pour les patients qui sont infectés par le VIH-Sida. Nous faisons le soutien psychosocial en partenariat avec les associations de personnes vivant avec le VIH-Sida. Ces actions, parmi tant d'autres, ont permis d'abord à ceux-là qui ont eu la malchance de porter cette maladie d'avoir une autre perception du VIH-Sida. Aussi, de sensibiliser les populations à ne pas stigmatiser ces personnes vivant avec le sida. Le réseau travaille en collaboration avec Arcade Santé Plus. On est partenaire de mise en œuvre sur certaines activités.
Une personne vivant avec le VIH vit autrement. Les personnes infectées sont confrontées à des discriminations et stigmatisations. Au-delà de tous ces efforts consentis par ADCAT Santé Plus en faveur de ces personnes vivant avec le VIH-Sida, des repas collectifs et des soirées récréatives sont organisés pour redonner la joie à ces personnes qui ont presque perdu le goût de la vie. Coup de filet des éléments de l'Office central des stupéfiants. Ils viennent d'arrêter Lassana Kouyaté, alias officier, et 6 de ses complices. Il est qualifié de bandit multirécidiviste. Il a été interpellé en possession de plusieurs sortes de drogues, de psychotropes et autres engins à 2 roues. On en sait plus avec Mamoutou Danté. Énième arrestation de Lassana Kouyaté, alias officier. Une interpellation pour des faits similaires, à savoir le trafic de drogue et les psychotropes et recel d'engins volés. Ce sont les limiers de l'Office central des stupéfiants qui les ont mis les grappins dans la matinée du 25 décembre avec 6 de ses complices. Suite aux renseignements donnés à nos éléments, lesquels ont été minutieusement exploités, et ce matin, ils ont fait la descente à Sangaré-Bougou. Et que cette descente vraiment a soldé à ces interpellations de 7 personnes. Ces repris de justice avaient à leur possession plusieurs variétés de drogues et psychotropes. Ces quantités importantes vont de la cocaïne à l'héroïne en passant par les chanvres indiens d'une valeur estimée à plusieurs millions de nos francs. Il a été interpellé avec en possession de plusieurs sortes de stupéfiants dont la valeur marchande est estimée à plus de 15 millions de francs CFA. Avec une somme en espèces de plus de 4 500 000 francs CFA. Ces motos et ces véhicules qui viennent être saisis par nos éléments sont le fruit du recel. On suppose qu'il a un réseau et il a des éléments qui sont sur le terrain, qui font des braquages par-ci, par-là, et qui ceci amènent le butin de ces braquages. Et par la suite, il établit dûment des fausses factures pour vendre ces motos. Les investigations sont en cours pour dénicher d'éventuels complices de ces bandits multirécidivistes. Après quoi, le dossier sera transféré au parquet de la commune 6. Plus d'1 milliard de francs CFA, c'est le budget prévisionnel 2023 du Centre de formation pour le développement. Un budget soumis à l'appréciation des administrateurs de la 17e session ordinaire du conseil d'administration de la structure. Le bilan des activités de 2022 et les perspectives sont également sur la table. Mohamed Sangari. Les administrateurs du CFD, Centre de formation pour le développement, sont réunis pour la 17e session de son conseil d'administration. Cette session se tient dans un contexte particulier puisque la structure a enregistré des difficultés pour la mobilisation des ressources financières au titre de l'année 2022. Une situation qui n'a pas pourtant empêché le CFD de faire des réalisations importantes. Nous avons pu organiser à peu près 53% du programme d'activité, du programme prévu pour les formations. Et ça nous donne un peu de baume au cœur. C'est surtout au niveau de l'investissement que ça n'a pas du tout marché. Et nous espérons que 2023 va nous apporter les ressources nécessaires pour essayer de combler ce trou qui a été fait. Les perspectives du centre sont énormes pour l'année 2023. Donc nous allons essayer de faire un maximum de formations de qualité et valoriser nos experts locaux parce qu'ils deviennent de plus en plus intéressants en matière de qualité de formation. Essayer de contacter le public à l'intérieur du pays pour les formations à l'intérieur du pays. En ce qui concerne le projet de budget pour l'année 2023, il a connu une réduction par rapport à 2022. Cette baisse est principalement due à la baisse des crédits alloués à l'investissement pour l'année 2023. Le CFD s'appuiera sur ce budget pour continuer à offrir des formations de qualité et assurer son fonctionnement. L'engagement des administrateurs et la qualité des échanges portent à croire que les recommandations issues de ces travaux vont permettre au CFD d'atteindre ses objectifs de l'exercice 2023. Le Centre de formation pour le développement a comme mission principale la formation continue des cadres privés et ceux de la société civile.
Commémoration hier 25 décembre de la disparition de Soumaïla Cissé, ancien président de l'URD. La jeunesse de son parti lui a rendu un hommage pour marquer l'anniversaire de ce décès. Occasion pour les jeunes de l'URD de rappeler le parcours de leur leader, ses œuvres durant sa carrière professionnelle et politique. Mamadou Fane. Il y a 2 ans disparaissait Soumaïla Cissé, président fondateur de l'URD. Pour marquer ce triste événement, survenu le 25 décembre 2020, la jeunesse de son parti commémore sa disparition. Elle lui a rendu un hommage ce dimanche à travers une cérémonie sobre au siège du parti. Grande a été la surprise de beaucoup de Maliens, y compris les plus proches, les militants de l'URD, les sympathisants, d'apprendre le décès du camarade président Soumaïla ce 25 décembre 2020. Il a parcouru le pays, il a découvert en lui les leaders, il a découvert en lui la nécessité de contribuer à l'essor du pays et à soulager ou améliorer les quotidiens des populations. Pour la jeunesse IRD, Soumaïla Cissé était une référence et un modèle de bâtisseur pour la nation malienne. De par son leadership, l'UEMOA a pu être perçu dans tous les 8 pays de l'Union comme étant une institution sous-régionale qui travaille à intégrer les économies des pays membres, qui travaillent à résoudre les questions ou les problématiques que les peuples des différents pays de l'Union pouvaient être confrontés. Aujourd'hui, les réformes qui sont en train d'être mises en place, l'autorité indépendante de gestion des élections et bien d'autres réformes, c'est bien les réformes issues des propositions de réforme de l'URD. Alors pour cette raison, pour être fidèle à notre président, pour respecter et honorer sa mémoire, nous soutenons la transition au Mali. La mort de Soumaïla Cissé restera comme la plus grande perte pour la nation malienne, selon le président de la jeunesse IRD. La cérémonie d'hommage avait auparavant débuté tôt le matin par une lecture du Coran au domicile du défunt. Les jeunes de son parti se sont ensuite rendus au cimetière de Sogoniko pour s'incliner sur la tombe de l'illustre disparu. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, informe la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Jumada Hassania ou Lassiri Laban a été aperçu le samedi 24 décembre 2022 dans plusieurs localités du pays. En conséquence, le mois lunaire Jumada Hassania ou Lassiri Laban débute au Mali le dimanche 25 décembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Terminons ce journal en beauté avec Dadju sur scène hier à Bamako, un événement Prestige Consulting. Ce concert inédit a drainé un beau monde sur l'esplanade du CICB devant un public acquis à sa cause. Dadju a revisité son répertoire musical. Je n'en dis pas plus, suivons plutôt ce reportage signé Astanso. 4 années après sa dernière visite, le prince Dadju a tenu la promesse de marquer son retour dans la ville des Trois Caïmans. Face à un public exalté, il a revisité son répertoire musical au grand plaisir des mélomanes. De ses récents tubes à certains classiques et même des chansons qui ont marqué le début de sa carrière, tout a été passé au pain de fin. Un show qui se passe de tout commentaire. On a attendu Dadju presque 6 heures de temps, mais depuis que le concert a commencé, j'ai oublié carrément le temps que j'ai passé à l'attendre. Vraiment, je suis carrément satisfait. C'est mon artiste préféré et vous voyez la joie dans mes yeux. Bon, en tout cas, on a beaucoup attendu le concert pendant 3 heures ou 4 heures, mais là, il est venu et c'est trop bien, c'est trop bien, en tout cas, vraiment. Il faut qu'il vienne plus souvent à Bamako, parce que là, ça faisait trop longtemps. Pour assurer le show et faire encore plus illuminer le cœur des fans, l'arsenal logistique a été déployé par Prestige Consulting. Disons que ce n'est pas une surprise en tant que telle, parce qu'au sein de Prestige Consulting, nous avons l'habitude de faire les choses avec grandiose. Donc nous avons livré l'une de nos meilleures artilleries en termes de logistique que nous avons au sein de l'entreprise Prestige Consulting pour montrer à la population malienne et aussi à la population internationale que nous avons les matériels nécessaires, la logistique nécessaire pour pouvoir organiser des événements internationaux.
Au terme de sa prestation à laquelle le public malien a apporté sa touche, Dadju, alias le chouchou des nanas, se dit honoré d'un tel engouement pour sa personne. Franchement, je suis content. Comme j'ai dit, le public m'a beaucoup manqué depuis 2018. Je suis content de revenir et de voir qu'il y a toujours autant de monde, il y a toujours autant de ferveur. Donc, voilà. La dernière fois que je suis venu, ils connaissaient déjà toutes les chansons par cœur. J'avais beaucoup d'attentes envers le public malien et je ne suis pas déçu. Si on m'appelle encore, si vous voulez de moi, je reviendrai. Les mélomanes, bien qu'ayant chanté plusieurs heures durant, auraient souhaité continuer le concert jusqu'au petit matin, gage de leur amour pour le franco-congolais. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Bonsoir.